Bonjour et bienvenue donc, pour ce nouveau webinaire proposé par Mano Médical et présenté par le docteur Loriot. Donc, je vais juste simplement rapidement donc, vous introduire le docteur Loriot et puis lui passer la main ensuite pour qu'elle puisse donc, vous exposer aujourd'hui donc l'échocardiographie TM et Doppler. Donc, je vous rappelle, ou je vous précise du moins, que ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série de 3 webinaires donc autour de l'échocardiographie. Vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être pu participer au premier de ces webinaires, donc autour de l'examen échocardiographique bidimensionnel. Nous aurons un 3e rendez-vous le 17 novembre prochain autour de 3 cas cliniques, les 3 cas cliniques que vous avez plébiscités. J'en profite pour vous remercier parce que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, donc joué le jeu et pris le temps de choisir les 3 cas cliniques qui vous intéressaient. Donc ce sera l'occasion d'en reparler le 17 novembre prochain. Alors, juste pour vous présenter le docteur Nathalie Loriot, elle exerce à la clinique vétérinaire de Belleville dans le Rhône et est diplômée de l'école vétérinaire de Lyon. Voilà, excusez-moi, je bafouille. Le docteur Loriot intervient également donc pour des confrères en formation, donc en échographie cardiaque et abdominale, via son organisme de formation VetFormalive. Voilà, et donc elle est avec nous pour ces 3 rendez-vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions donc, dans la zone dédiée. Nous tâcherons d'y répondre à l'issue de cette présentation. Nous avons à peu près 1 heure devant nous, donc si par manque de temps, on ne pouvait pas répondre à l'ensemble des questions, eh bien, on vous propose d'y revenir le 17 novembre prochain, lors de notre 3e rendez-vous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il est 12h32, voilà. Je vais donc pouvoir vous passer la main, Nathalie, et puis je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'être présents et de nous suivre donc, pour cette série de webinaires. Alors, c'est très parti. bien. Merci. Merci Evelyne. Alors, moi, je vais installer mon écran. Donc, je vous remercie d'être encore nombreux. La semaine, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, vous étiez 80 à m'écouter. Donc, ça fait très plaisir de voir qu'il y a du monde derrière l'écran. L'organisation de ces webinaires est possible par Mano Médical parce qu'il s'occupe de tout ce qui est logistique. Donc c'est vrai que c'est d'une grande aide. Le thème d'aujourd'hui, c'est un petit peu un défi. C'est une formation qui est assez peu plébiscitée en présentiel, et ce que je regrette parce que souvent vous avez peur en fait du Doppler, je pense. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en application en webinaire et à vous expliquer. Je vais faire un essai aujourd'hui avec un crayon sur lequel je vais pouvoir écrire, je pense, pendant la conférence. Donc, j'espère que vous aurez une bonne vision de ce que je vais écrire. N'hésitez pas à vous manifester. Evelyne contrôle vos commentaires éventuellement. Donc, comme ça, elle me fait un retour si jamais il y avait un problème de ce côté-là. Et le problème qu'on a souvent avec les webinaires, donc du coup, j'en ai mis un petit peu moins aujourd'hui, c'est la qualité des films. Parce que les films, en fait, la vitesse de passage du film va dépendre de votre connexion. Du coup, on arrive à avoir des films qui sont parfois très saccadés et c'est pas toujours facile à lire. Voilà, donc on va essayer de relever le défi un petit peu moins d'1 heure de traiter de l'échocardiographie normale du TM et du Doppler pulsé et couleur chez le chien et le chat. Bon, vous savez que le chat, en fait, c'est la même chose que le chien. La seule différence, c'est qu'on a un... Attendez, j'ai un souci avec mon écran. On a une image de moins bonne qualité. Et donc, du coup, on a souvent des images qui sont beaucoup plus difficiles à lire. Donc, je vous conseille d'apprendre le Doppler TM et le TM pardon, et le Doppler sur des grands chiens qui ont des images de meilleure qualité. Alors, on commence par les différents types de coupes sur lesquels on va effectuer nos examens TM. On va commencer par ça. Ce sont des coupes qu'on a vues la dernière fois.
Donc, vous avez la coupe ici qui est la coupe transpapillaire, qui est la coupe que l'on va utiliser en routine, on va dire, sur ces examens échographiques. Maintenant, on l'utilise pratiquement à la place de la coupe longitudinale grand axe. Vous voyez en haut, je vous ai mis coupe longitudinale grand axe. C'est en fait la même, hein, c'est simplement la coupe qui est perpendiculaire à la coupe longitudinale grand axe, mais l'axe TM, donc TM voulant dire temps mouvement, va être positionné exactement au même endroit. On va le voir dans les exemples qui vont arriver. Donc voilà la caractéristique de la coupe transpapillaire, c'est la coupe champignon, hein, on l'avait vu il y a 15 jours. Donc cette coupe-là, elle est assez facile à obtenir, hein, vous vous mettez bien sur cette coupe-là. Ce qui va être difficile, c'est que l'axe va passer ici. Or, il faut qu'on essaie d'être perpendiculaire, comme ça. Donc, du coup, vous allez voir que là, il y a une petite manip à faire de rotation du poignet pour essayer de mieux orienter sa coupe bidimensionnelle. Et ça, c'est pas facile du tout. Alors, qu'est-ce qu'on effectue quand on fait ce TM transventriculaire? Vous avez ici, hein, je vous ai quand même remis la position historique qui est la coupe longitudinale grand axe, c'est-à-dire celle sur laquelle on a et l'atrium droit et l'atrium gauche et l'aorte. Et on a l'axe ici, vous voyez, qui passe au niveau de la partie musculaire du septum et au niveau de la paroi postérieure du ventricule gauche. Si vous avez cette vue et que vous la regardez par ici, hein, en coupe transversale, ben vous allez retomber sur cette image ici, donc avec l'axe TM qui est ici, les deux muscles papillaires qui sont là. Et donc ici, on a un axe qui est positionné perpendiculairement au septum musculaire et perpendiculairement à la paroi postérieure du ventricule gauche. Ça, c'est la position qu'on va essayer d'obtenir. Si maintenant, de cette position-là, vous déroulez l'image en fonction du temps, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir les parois entre le septum et la paroi postérieure qui vont s'écarter au moment de la diastole et qui vont se resserrer au moment de la systole. Hein, le cœur, en fait, il va faire comme ça et ça va s'étaler dans le temps. Et donc, on va pouvoir avoir sur une image plane, sur une image bidimensionnelle, eh bien, les variations d'épaisseur des parois en fonction du temps. C'est ça le TM. TM, ça veut dire temps mouvement. Donc, je vais vous demander de répondre à cette question. Alors, les questions que je vous ai mises cette fois-ci, vous pouvez répondre, vous pouvez mettre plusieurs réponses. J'ai changé un petit peu le mode de fonctionnement, parce que du coup, c'était possible de mettre plusieurs réponses. Donc, parmi les informations qui sont ici, donc qu'est-ce qui est visible sur un TM transventriculaire? Donc, je laisse Evelyne lancer le sondage. Oui, c'est bon, c'est parti. Et puis, je vous laisse donc répondre à cette question pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Vous êtes une bonne cinquantaine à participer aujourd'hui, donc c'est bien. Donc, ça va me permettre de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances sur le TM. Voilà, ça y est, voilà, pardon. Je voulais juste afficher les pourcentages pour chacun des participants. D'accord. Alors, la seule réponse qui était fausse, c'est le diamètre de l'atrium gauche. Alors effectivement, hein, sur le TM transventriculaire, votre axe, il est positionné sous la valve mitrale. Ce n'est pas un TM transmitral, c'est un TM transventriculaire. Vous êtes au niveau des muscles papillaires, donc l'atrium gauche, vous ne le voyez pas sur le TM. Alors le ventricule droit, ben oui, on le voit, vous voyez, il est ici, là, en haut. Je pense que vous voyez ma flèche qui montre sur le dessin, sur le TM. Il est bien en haut, donc on le voit bien. La contractilité du septum et de la paroi, bon, ben ça, vous êtes 90%, 82% à avoir répondu, parce qu'effectivement, hein, c'est le but du TM transventriculaire, c'est d'examiner la contractilité du septum et de la paroi postérieure. L'épanchement péricardique, alors évidemment, ce n'est pas l'examen qu'on va faire pour regarder un épanchement péricardique, mais n'empêche que l'épanchement péricardique, il est ici, hein, il est autour des ventricules, donc effectivement, sur un TM, on va voir l'épanchement péricardique qui va du coup apparaître ici de l'autre côté de la paroi postérieure et même ici en haut, de l'autre côté de la paroi du ventricule droit. Donc on va même avoir souvent des TM de très bonne qualité lorsqu'il y a un épanchement péricardique. Donc oui, on va le voir sur le TM. Et puis les variations de taille de la cavité ventriculaire gauche pendant le cycle cardiaque, ben, effectivement, on va voir les variations de taille également de la cavité ventriculaire gauche. Voilà, donc vous avez majoritairement bien répondu à cette question. Alors, ça nous permet de passer sur la pratique. Donc là, quand on lance son TM sur un
sur une coupe transversale petit axe ou sur une coupe longitudinale grand axe, hein, peu importe la manière dont vous êtes positionné, vous allez avoir le même TM. On va avoir ici, donc je vous redétaille, la paroi du ventricule droit, la cavité ventriculaire droite. Dans certains cas exceptionnels, on peut être amené à mesurer ces différentes épaisseurs. J'en parle pas aujourd'hui, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de faire de la cardio du généraliste. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous ferez en routine. Par contre, ici, la mesure de la paroi septale, de la cavité ventriculaire gauche, de la paroi postérieure du ventricule gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour essayer, parce que c'est toujours, mince, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. C'est toujours une question que vous me posez, c'est comment est-ce qu'on place ces calipers. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, moi, je vais vous les placer avec mon stylo. Je vais me mettre en rouge. Donc, si je devais vous placer les curseurs, en fait, en diastole, on va s'aligner ici, vous voyez, sur l'onde Q de l'ECG. Alors, j'ai du mal, je dessine verticalement, c'est pas évident. Voilà, et le curseur, on va le placer, donc c'est une croix en fait, hein, et il faut que le centre de la croix soit exactement ici, hein, sur le bord extérieur. Donc je place ma croix ici, là pareil, ça s'appelle le bord de fuite, et là ça s'appelle le bord d'attaque. Sur la paroi postérieure, c'est pareil, mon curseur, hop, je mets la croix ici, derrière, il faut qu'on soit vraiment à l'extérieur ici, et alors là, la question c'est où est-ce qu'on se met, mais en fait, on ne prend pas l'écho très blanc ici, qui est un artefact lié au fait qu'on est perpendiculaire à la paroi au péricarde, ici. Donc, on va se mettre avant le bord blanc. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais placer mes curseurs en diastole. Et en systole, c'est au niveau de l'onde T. Donc, normalement, ça correspond à le moment où le muscle se contracte. Donc, oups, j'ai un petit peu de mal. Là, il y a une espèce de petit ressaut parce que je dois être dans une partie un peu membraneuse et pas forcément dans la partie musculaire du septum. Je ne suis pas très bien placée là. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer une croix ici, une croix ici, une croix ici et l'autre croix ici. Voilà. Et lorsque vous positionnez vos croix, eh bien, automatiquement, vous voyez ici apparaître l'ensemble des mesures et des calculs qui sont faits par l'appareil. Vous remarquez que sur ce cas-là, l'épaississement du septum ici entre la systole et la diastole est très bas. Bien, ça prouve ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la partie musculeuse du septum, mais je suis dans la partie membraneuse. Donc la partie membraneuse, c'est la partie qui est le plus proche de l'atrium gauche, le plus proche des valves mitrales. Donc c'est que je suis un petit peu trop haute au niveau de ma coupe. Voilà. Ici, hein, vous avez un autre exemple avec le positionnement de l'axe bien vertical sur la droite de l'écran ici, hein, voilà, et puis le TM qui en revient. Et là encore, hein, on est dans une partie, vous voyez, ça vibre un peu, on est encore dans la partie membraneuse du septum. Alors c'est vrai que sur la coupe transversale, je ne peux pas bien savoir à quelle hauteur je suis par rapport à cette partie membraneuse. C'est vrai que c'est moins précis, c'est pour ça que cette coupe a été moins utilisée au départ. Par contre, elle est beaucoup plus facile à obtenir chez le chat. Donc là, vous l'avez en film, en espérant que ce n'est pas de trop mauvaise qualité. Donc souvent sur votre échographe, vous pouvez régler simultanément l'image bidimensionnelle en haut et l'image qui défile en bas. Vous pouvez avoir une image bidimensionnelle plus grande et un thème plus petit. Vous pouvez les avoir un à droite, l'un à gauche. Enfin, après, il y a plein de réglages possibles. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui est pratique pour vous, de l'habitude que vous avez. Mais il faut quand même passer un petit peu de temps pour connaître les réglages et les touches sur son appareil pour pouvoir faire ces TM. Alors, qu'est-ce qu'on interprète sur le TM transventriculaire? Eh bien, on va faire essentiellement aujourd'hui, on utilise la fraction de raccourcissement. Et la fraction de raccourcissement, ça va nous donner le pourcentage, en pourcentage, la différence de taille entre la diastole et la systole. Donc, en gros, ça nous renseigne sur la fonction systolique du cœur, sur la capacité du cœur à se contracter. Ça va nous permettre de suivre certaines cardiopathies, notamment lorsqu'il y a de la cardiomyopathie dilatée. Vous savez que dans le cas de la maladie valvulaire dégénérative, on reviendra dessus, on n'utilise pas la fraction de raccourcissement pour suivre la maladie. Par contre, sur tout ce qui est décompensation cardiaque, c'est intéressant. Donc la décompensation sur un canal artériel, la décompensation sur une cardiomyopathie dilatée, c'est intéressant. Et puis dans certains protocoles de chimiothérapie également, on a des molécules qui ont une toxicité cardiaque et on va donc suivre cette fraction de raccourcissement. Donc ça, c'est assez facile à faire
ça vaut le coup de le faire. Ensuite, on va mesurer le diamètre ventriculaire. Donc, le diamètre ventriculaire, ça nous renseigne sur la fonction systolique du cœur et sa fonction diastolique. On va avoir un diamètre en diastole et un diamètre en systole. Et la valeur qui a été retenue, il y a eu une pondération de cette valeur en fonction du poids du chien. Et il y a un tableau qui a été distribué par un laboratoire sur les mesures retenues par la GLIM, ce qui vous permet, en fonction du poids, d'avoir une mesure seuil maximale. Et si la mesure du diamètre ventriculaire gauche dépasse cette mesure maximale donnée par la GLIM, à ce moment-là, ça nous permet de classer la maladie valvulaire, donc on reviendra dessus, en stade B1, B2 ou C, et du coup de mettre en place un traitement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, les diamètres ventriculaires gauche, systolique et diastolique sont également des valeurs de référence pour la cardiomyopathie dilatée. Et ça encore, je vous parlerai de tout ça dans le prochain webinaire, en détail. Le TM qu'on peut faire après, c'est le TM transmitral. Alors, il a un intérêt qui a diminué aujourd'hui, étant donné qu'on utilise le Doppler, vous allez le voir par la suite. Mais c'est le même principe. On va simplement étudier les mouvements de la valve mitrale, alors que dans le Doppler, on va étudier les flux. Alors, c'est le même principe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez vu dans le premier webinaire, les mouvements de la valve mitrale, ouverture et fermeture, sont liés au passage du sang à travers l'anneau mitral. Donc, évidemment, il va y avoir une corrélation entre les mouvements et les vitesses du flux qui vont passer à travers cette valve mitrale. Donc, on va se placer sur la coupe transmitrale, qu'on a vu, je ne reviens pas dessus. Ici, vous avez l'anneau mitral que l'on voit bien. On va essayer de se positionner toujours perpendiculaire. Donc là encore, on n'est pas très bien. Il faut faire une rotation de son poignet ou passer sur l'espace intercostal un petit peu plus crânial pour essayer de réorienter la coupe un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, je vous ai mis, pareil, la représentation historique en coupe longitudinale. On doit placer notre axe ETM au niveau de l'extrémité des feuillets valvulaires. Donc, quand vous êtes en coupe transversale, ce n'est pas facile de savoir à quel niveau je suis du feuillet. Donc, en fait, je vais me mettre juste au-dessus de l'endroit où j'ai plus les feuillets. Là, je n'ai pas les feuillets, là, j'ai les feuillets. Et je vais mettre juste dès l'apparition des feuillets. Ensuite, eh bien, je vais avoir une courbe ici étalée en fonction du temps. Donc, je retrouve ma contraction du muscle du septum, pardon, ma contraction ici de la paroi postérieure du ventricule gauche. Et puis, dans la cavité, eh bien, je vais voir s'ouvrir la valve, se refermer la valve en fin de diastole, puis intervient la télédiastole avec la systole auriculaire, la valve se réouvre pour se fermer définitivement. Donc ça, ce sont les mouvements en M de la valve mitrale, ou dite en boîte losangique, puisqu'on a la même chose dans l'autre sens ici. Vous avez la petite valve mitrale antérieure qui ici s'ouvre et donc qui fait cette espèce de boîte, alors qui est losangique chez l'homme, il ne l'est pas tellement chez le chien. Et donc ça, évidemment, le TM, vous avez synchronisé votre ECG. Un TM sans ECG, c'est compliqué à lire, puisque si vous avez un trouble du rythme, vous n'allez pas du tout savoir où est-ce que vous en êtes sur votre TM. Donc, il faut toujours coupler un ECG sur le TM, et ça, les échographes sont équipés d'un câble ECG. Si votre échographe n'en est pas équipé, vous demandez à votre fabricant d'échographe de vous en fournir. C'est indispensable pour faire un TM de qualité, et pour le lire surtout. Alors, on va revenir sur ces différentes phases ici de la valve mitrale. Je vais mettre en noir. Donc, lorsque vous avez votre TM transmitral, je vous ai dessiné, vous allez avoir le premier pic, le deuxième pic, et puis ensuite, en systole, la valve est fermée, donc ça bouge. Alors, c'est pas vrai d'ailleurs, je vous fais une bêtise. Oups, pardon. Alors, on fait hop, hop. Et après, en fait, ça monte un peu comme ça. C'est pas vraiment horizontal. Et après, première ouverture, deuxième ouverture, et après, c'est comme ça. Alors, pourquoi, quand la valve est fermée, ça monte? Parce qu'en fait, au moment de la systole, vous avez le cœur qui fait une rotation autour de son axe. Donc, du coup, le point mitral de fermeture, en fait, il monte au moment de la systole. Ces différents accidents, on a donné des noms. Bon, très bien. Alors, je vais les lettres ici. Donc, vous avez du point D, et vous allez voir que ça a une relation avec ce que j'ai expliqué il y a 15 jours. DE, c'est la phase de remplissage rapide du ventricule gauche.
Vous vous souvenez, je vous ai fait un rappel de physiologie la dernière fois. Et donc là, on a les valves mitrales qui d'un seul coup sont projetées contre les parois, elles s'ouvrent rapidement, il y a une différence de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche qui est importante, il y a une accélération rapide du sang, et ça, retenez-le pour tout à l'heure parce que on va en reparler avec le Doppler. Donc, ouverture rapide des valves mitrales, phase de remplissage. Ensuite, E à F, donc c'est ce point ici, F, voilà. Vous avez un mouvement de fermeture de la valve mitrale. Les pressions s'égalisent entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Puis intervient la dernière phase de la diastole, qui est la systole auriculaire. Donc là, on va jusqu'à A et FA. À ce moment-là, c'est la réouverture de la valve mitrale. Donc la valve mitrale, elle s'ouvre vite, DE, elle commence à se refermer EF, elle se réouvre, FA, et elle se ferme définitivement. Et à ce moment-là, on arrive ici au point C, qui est le mouvement de fermeture de la valve mitrale. Et puis après, ici, ça recommence. A, E, F. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. D, excusez-moi. D, E, F, A, C. Voilà, et etc., etc. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va retenir et qu'est-ce que l'on va réutiliser? On va y revenir tout à l'heure. C'est le point E et le point A. Donc, en TM, c'est les points d'excursion maximum des valves mitrales au moment de la première ouverture et au moment de la deuxième ouverture. Et en Doppler, en fait, ça va correspondre à l'accélération du sang au moment de la succion ventriculaire et au moment de l'accélération du sang au moment de la systole auriculaire. Un petit moyen, une petite astuce mnémotechnique pendant que j'y pense. Le E, vous retenez early et le A, vous retenez after. Voilà. Et donc, ça vous permet de mémoriser que le E, c'est le premier et le A, c'est le deuxième. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que je ne vois pas vos têtes, donc je ne sais pas si vous faites la grimace ou pas. Bon appétit, en tout cas, pour ceux qui mangent. Alors, ensuite, voilà ce que ça donne quand on se pose sur une image échographique. Donc là, vous voyez ici le E, le A, le E, le A, et puis ici, la valve qui est fermée et qui a une pente un petit peu ascendante. Voilà, on retrouve ici, pareil, E, A, E, A, E, A. Le septum, là, on est vraiment dans la partie membraneuse, hein, donc il n'y a pas de contraction. On a un septum qui vibre un petit peu, c'est normal. Voilà, ici, pareil, hop. Donc, ce qu'on va mesurer, en fait, c'est on peut regarder la distance entre le point d'excursion maximale de la valve mitrale et le septum, qui doit être inférieur à 9 mm, ce qui est le cas dans la majorité des cas. Voilà, ici, vous en avez un autre. Hop, hop. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit le chien a bougé, soit il y a eu un mouvement de la coupe, hein, qui fait qu'on a une espèce, comme si on avait deux pics. Là aussi, on les voit. Bon, la qualité de l'image est un petit peu moins bonne. On se place parce qu'on est un petit peu en bas. Là, on est un petit peu trop sur les cordages. Donc, du coup, on n'arrive pas bien à voir l'image ici tout le temps. Voilà pour le TM transmitral. Le dernier TM, c'était le TM transaortique qui a été remplacé par la mesure du rapport atrium gauche sur aorte en direct sur les images bidimensionnelles. Donc, vous allez me dire maintenant dans quel cas est-ce que vous utilisez le rapport atrium gauche sur aorte. La dilatation, c'est pas grave, je discute pendant que vous essayez de l'afficher. La dilatation aortique, voilà. C'est pas tout à fait sur cette coupe-là qu'on va la voir, c'est plutôt sur une coupe longitudinale où on voit la crosse aortique. La dilatation aortique, elle est au-dessus bien souvent, elle n'est pas au niveau de la coupe transaortique. Donc ça, c'est pas tout à fait juste. Ensuite, oups, pardon. Ensuite, vous avez majoritairement dit pour utiliser les recommandations de l'AGVIM. Et effectivement, parce qu'on a ce paramètre hein, qui nous est donné avec le diamètre ventriculaire gauche pour savoir si on est sur un stade B2 ou sur un stade B1. On reviendra là-dessus, un stade B2, 5 heures qui commence à dilater. Donc oui, effectivement, c'est une coupe qui est utilisée et qui est très utilisée dans les échofasces aussi. Les internes ou les étudiants ou les jeunes vétérinaires qui font des gardes le dimanche, souvent, moi, ils font ces mesures-là en attendant que moi, je puisse faire une échocardio complète le lendemain.
Et ça permet d'avoir tout de suite l'information s'il y a une dilatation de l'oreillette gauche ou pas. Donc ça, c'est important. Après, je vous ai piégé avec la numéro 2, vous avez vu, je vous l'ai mis en orange pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque congestive. Alors, oui, vous n'avez pas faux, mais vous avez un petit peu faux quand même. Pourquoi vous n'avez pas faux? Ben, c'est sûr que quand on a une dilatation de l'atrium gauche, on va suspecter une insuffisance cardiaque congestive, mais on ne va pas en faire le diagnostic. Donc c'est là où, si j'avais mis pour suspecter une insuffisance cardiaque congestive gauche, ok. Mais pour diagnostiquer, ben non, parce que le diagnostic de l'insuffisance cardiaque congestive gauche, c'est l'œdème pulmonaire, et l'œdème pulmonaire, c'est la radio. Hein, donc c'est une erreur que vous faites souvent, voilà, donc c'est pour ça que j'en profite pour la repréciser. Ensuite, la 3 et la 4, donc la 3, ben non, et puis la 4, voilà, je vous ai dit que ce n'était pas tout à fait sur cette coupe-là pour diagnostiquer une dilatation aortique. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer ce rapport atrium gauche sur aorte? Eh bien, on va se positionner sur cette coupe qu'on a vue il y a 15 jours, c'est la coupe transaortique, et on va placer ces calipers à l'intérieur de l'atrium gauche et à l'intérieur de l'aorte. Alors, on va faire attention, vous vous souvenez, il y a un piège lorsqu'on fait ces mesures, c'est de ne pas prendre la veine pulmonaire. Attendez, je voulais vous la montrer, j'ai oublié. La veine pulmonaire, en fait, elle va venir ici. Hein. Donc là, c'est pareil, il faut regarder le webinaire d'il y a 15 jours et vous verrez, là, il y a vraiment une veine pulmonaire qui est collée à l'aorte et on a tendance à mettre le caliper dans la veine pulmonaire. Donc ça, il faut faire attention, il faut vraiment mettre à l'intérieur. Il me semble que j'ai d'autres images échographiques après, je vais vous montrer ça. Donc, on fait en fin de systole au niveau de l'onde T ou en fin de diastole au niveau de l'onde P. Donc là, il y a deux écoles. Il y a une école canadienne, il me semble une école américaine, si je ne me mélange pas. Et chacun fait un peu comme il veut. Alors moi, je vous avoue que je trouve que l'image est de meilleure qualité au niveau de l'onde P de CG. Fin d'onde P, enfin c'est Q, quoi. Hein, c'est P, entre P et Q, ça dépend un peu comment est positionné le CG. Donc moi, j'utilise plutôt ça. Quand j'ai une image de mauvaise qualité, j'utilise l'onde T. En tout cas, sur toutes mes images, j'utilise le même repère temps. Il ne faut pas être un coup sur l'onde P, un coup sur l'onde T. Donc là, c'est à vous de choisir. Et en général, on tombe entre 1 et 1,5 sur des valeurs normales. Voilà, oui, il me semblait bien que j'avais d'autres images. Donc là, vous voyez les curseurs à l'intérieur. Donc atrium gauche sur aorte. Ici, pareil. Alors là, on devine, ici, hein, vous devinez qu'il y a un espèce de diverticule. Donc ça, c'est la veine pulmonaire. Si vous avez une dilatation de l'oreillette gauche, en général, vous avez une dilatation de l'auricule gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a 15 jours, vous avez dit que l'auricule gauche, c'était la première soupape. Donc c'est la première zone qui va venir se dilater. Voilà, en ce qui concerne les 3 TM, finalement, qui sont plus que 2, le TM transventriculaire, le TM transmitral et le TM transaortique qu'on a transformé en coupe transaortique. Bon, c'est pas mal, il reste une demi-heure pour faire le Doppler. Alors, le Doppler, on rentre dans une partie assez technique où vous avez souvent pas été formé à l'école et il y a souvent beaucoup de détails qui n'ont pas été vus. Alors, je vais vous faire une première formation comme ça, et puis je vais voir un peu en fonction des questions que vous me posez tout à l'heure, et puis de vos retours sur le webinaire, de ce que vous avez pensé du webinaire. J'essaierai de voir un petit peu si ça vous a apporté quelque chose ou si vous avez besoin, soit qu'on détaille plus, c'est-à-dire qu'on fasse une formation d'1 heure que sur le Doppler, soit ça vous a convenu. Alors déjà, pour faire un petit point et savoir un peu tous où vous en êtes, dites-moi ce que permet l'examen Doppler. C'est bien, il est pratiquement équivalent les 4 premières. Après, vous avez eu des doutes sur la dernière, estimer les pressions intracardiaques. C'est un petit peu normal, on peut se poser des questions sur cette dernière proposition. Alors en fait, tout était juste. Le Doppler vous permet l'ensemble de ces examens, à la fois les turbulences, effectivement, ça ne vous a pas trop posé de soucis, de visualiser les fluides valvulaires, il y en a qui ont hésité à cocher cette case, j'ai vu. Si, bien sûr, ça permet de voir qu'il y a un flux qui va dans le mauvais sens, que la valve est fermée. Donc normalement, une valve fermée en diastole, il ne doit rien se passer,
par exemple. Et puis, finalement, on s'aperçoit que au moment de la systole, au moment de la diastole, il y a une fuite. Donc, c'est le cas, par exemple, sur des fuites au niveau des sigmoïdes aortiques. Et puis, à l'inverse, les valves atrioventriculaires, la mitrale et la tricuspidienne, vont être fermées. Et au moment de la systole, elles sont fermées. Il ne doit pas y avoir de passage de sang et on s'aperçoit qu'il y a des fuites au niveau de ces valves. Donc, ces valves ne sont pas étanches. Donc, ça permet de vraiment détecter des problèmes d'étanchéité des valves de manière extrêmement précoce, sans qu'il y ait eu justement de répercussions sur la morphologie cardiaque. Donc sans le Doppler, on ne peut pas s'en apercevoir. Donc on a besoin du Doppler pour s'apercevoir de l'existence de ces fuites. Et ensuite, on va avoir besoin du TM pour mesurer les conséquences sur le muscle cardiaque de l'existence de ces fuites. Et entre le moment où il y a la fuite et le moment où il y a des conséquences, eh bien, il se passe un laps de temps pendant lequel on dit que le cœur compense. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de signe cardiaque. C'est-à-dire que si le chien tousse, pendant ce temps-là, ce n'est pas une toux cardiaque, c'est une toux pulmonaire. Je reviendrai dessus parce que ça, c'est un sujet difficile. Et on en reparlera dans le dernier webinaire. Ça permet de mesurer la vitesse des flux, bien entendu. Ça permet de visualiser des communications interventriculaires ou interatriales, effectivement, puisque ça va nous permettre de visualiser des fuites et des flux qui ne vont pas dans les deux sens. Et ça nous permet d'estimer les pressions intracardiaques. Alors oui, c'est vrai, on a une formule, l'équation de Bernoulli, qui nous dit que la pression est fonction de la vitesse. Donc du coup, avec une différence de vitesse entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, avec la vitesse de circulation du sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, vous avez la vitesse de passage du sang à travers la valve mitrale, par exemple. Eh bien, selon la différence de pression, la vitesse ne va pas être la même. Ça se comprend assez bien. Si vous avez une différence de pression qui est faible, vous allez avoir une vitesse faible. Et si vous avez une différence de pression élevée, vous allez avoir une vitesse élevée. Donc oui, ça permet d'estimer les pressions intra-auriculaires. En fait, c'est les pressions intraventriculaires où là, elles ne sont pas estimées au Doppler. Alors, on va commencer par le Doppler pulsé. Donc, le Doppler pulsé, c'est un graphique dans la manière dont ça a été utilisé au début. Alors, je vais vous dessiner. De matériel. Hop. C'est bon. Donc, le Doppler pulsé, on va avoir en fait un axe de tir. Donc, vous allez avoir votre écran ici, vous allez avoir un axe de tir avec une fenêtre ici. Hop. Et vous allez avoir un échantillon Doppler qui correspond à cette petite fenêtre qui a été mise là, que vous allez pouvoir bouger à la fois sur l'axe et à la fois en rotation. Vous allez pouvoir modifier ce qu'on appelle la porte Doppler, soit sur l'axe, soit en rotation, et ça va mesurer les vitesses en un point. Ça, c'est vraiment le propre du Doppler pulsé. Et du coup, vous allez obtenir un graphique qui va être comme ça. Vous allez avoir toujours ici l'échelle du temps, et vous allez avoir ici une échelle, alors on l'a souvent de ce côté, en centimètres secondes, qui va vous donner la vitesse. Vous avez également ici le positif qui artificiellement a été mis en haut et le négatif qui a été mis en bas. Ça veut simplement donner le sens du flux. Donc là, on vous a mis, vous avez le sens, vous avez la vitesse et on va voir le caractère du flux, donc soit laminaire, soit turbulent. Donc si je reprends l'exemple dont on a parlé tout à l'heure et on va en reparler après, vous allez voir que je vais aborder plusieurs fois les notions au cours de mon exposé, donc ça va finir par rentrer, enfin j'espère en tout cas. Alors, le flux, il va, si on est sur la mitrale, accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. Ensuite, il n'y a rien, la valve est fermée, donc il ne passe rien. Ensuite, il accélère, il ralentit, il accélère, il ralentit. Donc, sur cette courbe, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que j'ai un flux positif, c'est-à-dire que le flux, il va ici vers ma sonde. Quand on est sur un flux transmitral, il va vers ma sonde, il remonte vers la sonde, il va vers le haut. Quand on est sur la coupe 4 cavités, on va y revenir aussi. Donc à ce moment-là, vous avez le flux ici, il est dit positif. Donc il est dit rétrograde. Non, en plus, je vous ai mis... j'efface tout. Je vous parle d'un flux positif ici et sur ma diapo, je vous ai mis un flux négatif. Pardon. Donc là, celui-là, il est antérograde.
Ça, c'est le flux mitral. J'ai pris l'exemple qui n'est pas celui que j'ai mis dans le texte, excusez-moi. Donc là, le flux mitral, par exemple, il va être positif, donc il va être antérograde. Donc ça nous donne une caractéristique du flux, antérograde. Il va être biphasique, par exemple. Il peut être monophasique. Il peut être rétrograde, donc négatif. D'accord? Donc on va pouvoir définir les flux atrioventriculaires et les flux des gros troncs par ces différentes caractéristiques. On va également avoir ici la vitesse, donc on va pouvoir mesurer ici la vitesse du flux en centimètres par seconde. Donc on va caractériser le flux par sa vitesse. Et on va également avoir un caractère qui est laminaire ou turbulent. Donc ça, c'est toutes les globules rouges, si elles ont toutes la même vitesse, eh bien elles vont toutes accélérer en même temps. Donc du coup, à l'intérieur, ça va être noir. Si j'ai un flux turbulent, je vais avoir des globules rouges qui vont tourner, il va y avoir des vitesses différentes et du coup, l'intérieur de la courbe va être grisé. On va revenir dessus. Hein. Donc voilà pour le Doppler pulsé et la manière dont il permet de caractériser les flux. Le Doppler couleur, eh bien en fait, c'est la même chose que le Doppler pulsé, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un axe avec une fenêtre, je vais avoir finalement une image bidimensionnelle couleur. C'est comme si vous aviez plein d'axes avec plein de petites fenêtres. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, seulement au lieu de coder sur un graphe un point, on va coder en couleur une vitesse. Donc chaque vitesse, chaque point du plan va avoir son graphe. Et donc, pour que ce soit lisible, eh bien, ils ont codé ça en couleur. Donc, du coup, de la même manière, on va voir que on va avoir cette fois-ci, alors, je vais essayer de faire un truc joli. Donc, toc, on va se mettre comme ça. Donc, là, on va avoir en rouge, donc ça, c'est un code international. Hein. En rouge, on va avoir les vitesses qui sont positives. Pourquoi je fais ce dégradé? Parce qu'en fait, avec mon crayon, je ne peux pas faire mieux que ça. Ici, c'est les couleurs foncées et ici, c'est des couleurs claires. Donc là, on est sur ce qu'on a appelé, pareil, artificiellement, c'est la ligne du zéro, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vitesse. Et puis, on va avoir en positif le rouge et en négatif le bleu. Donc, bleu foncé, c'est lent. Et puis, plus on va vers le bas, plus c'est clair. Donc, bleu clair, c'est rapide. Si je me mets hop, en noir, en fait, je me retrouve ici avec, par exemple, centimètres secondes. Ici, on va dire, selon mon échelle, hein, je me trouve à 80 cm secondes et ici, je me trouve à 80 cm secondes. D'accord? Donc, je suis à moins 80 cm secondes, mais moins, ça veut juste dire que ça s'éloigne de la sonde. C'est tout. C'est pas une vitesse négative, ça ne veut rien dire. Alors, l'inconvénient du Doppler pulsé par rapport au Doppler continu, c'est qu'en fait, on va être embêté dès que les vitesses sont trop élevées, parce qu'on a ce qu'on appelle un phénomène d'aliasing. Ça veut dire que si, alors ça, c'est pas simple à expliquer, hein, j'espère que je vais y arriver, si vous avez une vitesse de 4 mètres secondes et que vous avez réglé votre Doppler comme ça, d'accord, le 0, 80 cm, 80 cm. On va partir sur un flux qui est positif, donc qui vient vers la sonde. La couleur, le Doppler va chercher la couleur, mais en fait, il va monter ici 80, il va redescendre là 80, 160, 160 plus 80, plus 80, plus 80, plus 80, plus 80, plus 80, plus 80. Et il va tourner en boucle comme ça, jusqu'à arriver à 4 mètres secondes. Et il va vous faire une espèce de mosaïque de toutes les couleurs. Parce qu'il ne va pas avoir réussi à trouver la couleur qui correspond à 4 mètres secondes. Donc, quand vous allez avoir sur votre Doppler pulsé couleur de la mosaïque, ça veut dire que vous avez un phénomène d'aliasing et que si vous voulez connaître la vitesse, ce n'est pas forcément utile de la connaître, mais si vous voulez la connaître, il va falloir passer en Doppler continu. Bon, j'espère que j'ai été claire. Alors, ici, je vous ai mis différents codages couleurs. Attendez, j'ai un truc qui me gêne. Hop.
Voilà. Donc, vous avez ici la représentation sur un flux laminaire rétrograde au niveau du tronc pulmonaire. Vous avez ici, au contraire, un flux antérograde. Donc, ça vient vers la sonde, donc c'est sur une valve mitrale au moment de la succion ventriculaire. Ici, vous avez un exemple de codage en vert des turbulences. Alors, moi, personnellement, je ne les utilise pas parce que je trouve que ça trouble l'image, mais bon, il y en a qui l'utilisent. Donc, ça, c'est une possibilité. Oups. Voilà. Ici, donc c'est une illustration de l'aliasing. Donc là, je vais vous faire une autre illustration. Tout à l'heure, je vous ai expliqué sur un dessin avec en couleur. Ici, on va voir l'aliasing. Donc en fait, c'est ça, hein, ce qu'on a ici. Donc ça va être le même principe. Vous avez ici une valve qui est fermée. Vous avez ici une fuite, en fait. Donc au moment de la systole, vous avez un jet de régurgitation dans l'atrium gauche. Vous avez des vitesses qui sont en général autour de 6 mètres secondes. Le Doppler couleur, alors c'est pas celui-là, mais vous le voyez ici, il est réglé à 60. Donc du coup, il y a un phénomène d'aliasing. Et vous allez retrouver le phénomène d'aliasing si vous passez en Doppler pulsé. Donc en Doppler pulsé, eh ben, ça fait quoi? Vous avez votre ligne ici. Vous avez en diastole, accélération, deuxième accélération, puis plus rien. Et en systole, vous avez quoi? Vous avez une vitesse qui est à 6 mètres secondes. Or là, vous êtes réglé plutôt à 60 cm secondes. Donc là, c'est le haut à 60. Ben, si vous avez une vitesse, on va dire, à 6 mètres secondes, et ben, vous allez faire 10 fois le truc là, jusqu'à arriver à 10 mètres. D'accord? Donc, vous ne pouvez rien lire, vous ne voyez pas, c'est un artefact. Et puis après, vous avez ça. Puis après, vous avez un grabouillis. Grabouillis. Hop. 6 mètres secondes, ça fait ça. Hop, etc., etc. Donc là, on le voit très bien hein, sur la photo ici. Vous avez ici ce phénomène d'aliasing qui fait qu'il va falloir, si on veut mesurer la vitesse, passer en Doppler continu. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on dit, j'ai de l'aliasing en systole au niveau de la valve mitrale, donc j'ai une fuite. Voilà. Donc ça peut tout à fait suffire. Hein. On n'est pas forcément obligé d'aller mesurer la vitesse. Mesurer la vitesse, ça permet de mesurer la différence de pression entre l'atrium gauche et le ventricule gauche, et donc de connaître la pression intra-auriculaire gauche, et donc d'être un petit peu plus à l'aise dans le pronostic d'une éventuelle décompensation ou fibrillation atriale. Le mode Doppler pulsé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, l'opérateur va choisir la position de son échantillon Doppler sur l'axe. Ça, c'est important. Donc, lorsque vous allez avoir votre image ici bidimensionnelle avec l'axe là, comme ça. Donc, vous allez positionner l'échantillon sur l'axe et vous allez également pouvoir régler la taille de l'échantillon. Donc, est-ce que j'en veux un grand qui fasse comme ça ou est-ce qu'au contraire, j'en veux un tout petit? Donc ça va vous permettre d'être plus fin dans votre mesure. Et puis, lorsque l'on va modifier cet axe le long, on va pouvoir également modifier la rotation ici de l'échantillon. Donc, vous allez avoir, souvent, vous avez un bouton qui s'appelle angle. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, du coup, ça va vous permettre sur votre graphique ici, hop, et lorsque vous allez modifier l'angle, étant donné, alors je ne suis pas rentrée dans ce détail pour l'instant, mais étant donné que le calcul de la vitesse est en fonction du cosinus de l'angle, on essaye toujours de se mettre parallèle au flux sanguin quand on fait un examen Doppler, mais parfois on n'arrive pas bien à être parallèle. Donc, par exemple là, hop, votre flux finalement, vous mettez votre axe comme ça, mais en fait votre flux, il est comme ça. Votre vaisseau, eh bien, vous allez modifier ici en disant le flux va comme ça. Du coup, attendez, pour essayer d'être clair. Du coup, l'appareil, il va pouvoir calculer ici, il y a un angle de 30 degrés. Eh bien, il va tenir compte du cosinus de 30 degrés pour recalculer ici et il va vous modifier la vitesse ici. Donc, nouvelle avec correction. Et ici, vous aurez la nouvelle vitesse qui sera par exemple de, je sais pas moi, de 60, alors qu'au premier calcul, elle était de 40.
Donc, ça veut donc dire que si vous n'avez pas corrigé cet angle ici, si vous n'avez pas réussi à vous aligner et que vous n'avez pas corrigé l'angle, vous avez des mesures de vitesse qui sont fausses parce qu'elles vont considérer que c'était cosinus 90, que c'était 0. Or, en fait, c'est pas 0. C'est pas 1, pardon. Donc, du coup, il faut faire absolument cette correction. J'espère que je suis claire. Sinon, je verrai ça dans les questions. Ensuite, il faut retenir que le Doppler pulsé, eh bien, on a de l'aliasing et que pour éviter l'aliasing, on va pouvoir tricher à deux manières. On va pouvoir modifier la PRF éventuellement, passer en mode continu et on va pouvoir modifier la ligne de base si on est encore limité. Je m'explique. Vous êtes sur un flux, par exemple, un flux aortique. Vous mettez... Je vous avais dit que c'était un peu compliqué, hein. Vous êtes sur un flux aortique, donc vous êtes comme ça. La ligne de base, en général, vous la mettez au milieu. Et vous avez ici un flux aortique que vous ne pouvez pas avoir complètement parce que vous êtes réglé, par exemple, ici à, on va dire, à 2 mètres secondes. Vous êtes sur un animal qui est à 2 mètres 50, vous allez avoir la pointe qui va apparaître ici. D'accord? Parce que là, il ne peut pas la dessiner. Donc, si c'est 2 mètres 50, il va se mettre sur l'équivalent de 50 cm et il va vous faire la pointe ici. Donc, l'astuce, quand on est limité au niveau de l'échelle ici, c'est-à-dire que vous dites, bah, tiens, j'ai un chien qui est à 3 mètres secondes, mais je n'ai pas de Doppler continu, j'ai qu'un Doppler pulsé, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Mon Doppler, en fait, mince, c'est pas ça que je vais faire, vous avez compris. En fait, je vais monter ma ligne de base, hein, donc je vais la déplacer ici, la ligne de base, la ligne du temps, je vais la déplacer vers le haut, et du coup, ici, eh bien, je vais descendre à 3 mètres. Et ici, je vais aller à 1 mètre, plutôt que d'aller de 2 à 2. J'ai toujours 4 mètres hein, sur ma hauteur, mais par contre, j'ai déplacé ma ligne de base. Et du coup, ici, eh ben, j'aurai mon flux en entier. Vraiment, j'ai dit que c'était 2,50 mètres. Oups. Donc, si c'est 2,50 mètres, on va dire que c'est là. Hop, voilà. Et là, j'aurai mon flux en entier. Donc, on peut, quand on a des flux un petit peu supérieurs aux vitesses maximales qu'on peut avoir, sachant que la vitesse maximale, elle est fonction de la fréquence de la sonde, eh bien, on peut améliorer l'examen en modifiant et en remontant l'axe, la ligne de base. Bon, j'espère que je suis claire. Alors, l'examen Doppler normal. Donc, dans l'examen Doppler normal, je ne traite pas l'examen Doppler continu, puisque dans l'examen Doppler normal, on ne fait que du pulsé. On ne fait pas de Doppler continu. Donc, il y a deux types de flux. Le flux atrioventriculaire. Donc, les flux atrioventriculaires, il y a le mitral et le tricuspidien. Les deux flux sont pareils, ont les mêmes caractéristiques. Et il y a les flux des gros troncs, le flux aortique et le flux pulmonaire. Bon, il me reste 10 minutes. Ça devrait le faire. Quelles sont les voies d'abord qu'on utilise pour faire du Doppler? Eh bien, ça, on les a vus la dernière fois. Ce sont les voies d'abord 4 cavités et 5 cavités. Le flux pulmonaire sera le seul en abord droit. On y reviendra. Mais sinon, on est en abord gauche. Alors voilà, ici, vous avez le flux 4 cavités. Donc, vous voyez bien que sur ces images, eh bien, on voit très bien le ventricule gauche qui est en haut, la valve mitrale ici qui est au milieu, l'atrium gauche ici, l'atrium droit et le ventricule droit. Attention, ici, c'est un artefact, c'est une fausse communication interauriculaire. Vous ne faites pas un diagnostic de communication interauriculaire. Voilà. Alors, on va placer notre axe Doppler sur cette coupe ici. Donc là, c'est la coupe 5 cavités. Donc vous avez la mitrale qui est ici. Donc l'axe Doppler, il ira ici. L'aorte, l'axe Doppler, il passera ici par l'aorte, hein, qu'on voit ici au milieu. Et puis pour la tricuspide, eh bien là, il y aura un petit mouvement à faire, hein, parce que le flux est comme ça. Et notre axe Doppler va être comme ça. Vous voyez qu'on a un angle qui est assez important. Là, c'est pareil. Il y a une petite rotation du poignet à faire, une petite incurvation à donner au plan de coupe. Ça, il faut que je vous vois en vrai pour pouvoir vous expliquer comment faire. Et pour essayer de minimiser au plus cet angle, en sachant qu'on essaie quand même de ne pas aller au-delà de 30. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez ces images avec l'image en Doppler pulsé et l'image en Doppler couleur. Voilà. Donc, en Doppler pulsé, on va se positionner au point d'excursion maximale de la valve mitrale et on va retrouver notre E et notre A.
Et vous voyez qu'ici, le curseur, quand il est mis un peu trop près de la valve, on a en plus ces traits ici très échogènes qui font un bruit particulier. Hein, c'est le claquement de la valve mitrale qui passe par l'axe de tir Doppler. Le plan en Doppler-Pooler, on va le positionner de la même manière hein, sur la valve mitrale. On ne va pas l'avoir trop grand parce que si vous avez tout le cœur, vous avez une moins bonne définition, vous avez toujours intérêt à le garder de taille raisonnable. Vous le placez sur la valve mitrale et vous allez voir évoluer les flux de succion ventriculaire qui sont rouges, plus clair le premier qui correspond à E et un petit peu plus foncé le deuxième qui correspond à A. Quelles sont les caractéristiques des flux atrioventriculaires? Eh bien, on a un flux diastolique. Il n'y a pas de flux pendant la systole. Vous voyez ici à gauche, là, sur le CG. Donc, un flux diastolique, un flux qui est biphasique, un flux qui est laminaire puisqu'il est normal, et un flux qui va donc être codé en rouge puisqu'il revient vers la sonde. Alors, voyons voir si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Qu'est-ce qui caractérise le flux mitral? Un flux biphasique systolique? Non, 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 non. C'est pas systolique, hein, il ne se passe rien en systole. Voilà. C'est bien un flux biphasique diastolique. C'est bien un flux positif. Hein, ce n'est pas un flux négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on dessine le dessin, je vous le refais. On a, si je synchronise mon ECG ici, toc, ECG, j'ai bien ici, toc, toc, la systole. Attendez, regardez, je fais une bêtise. La systole, elle commence là, hein, après l'onde P. D'accord, ça c'est l'onde P. Donc là, j'ai un peu de mal à être droite. Hein. C'est la systole. Là, c'est la systole. D'accord? Donc en systole, il ne se passe rien. Là, c'est le temps. Et là, c'est la vitesse. En systole, il ne se passe rien. Et en diastole, j'ai bien ça. Et le... Oula, elle n'est pas très jolie, celle-là. Toc, toc. Le deuxième pic est synchrone de l'onde P. Hein. C'est la systole auriculaire. Donc, c'est bien un flux biphasique, diastolique, positif, qui vient vers la sonde. OK. Allez, ça va rentrer. Les flux atrioventriculaires, le flux tricuspidien, bon, bah là, je passe vite, hein, c'est exactement le même. Simplement, on place son axe au niveau de la tricuspide. Ça, vous le reverrez, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre, hein, c'est la même chose. E et A, c'est diastolique, c'est biphasique, c'est positif, c'est rouge, c'est laminaire. Enfin, voilà. Oups. Là. Voilà, donc ici je vous ai mis une image grandeur nature sur un flux tricuspidien. Alors là, je fais la maline hein, en vous mettant un beau flux, mais je vous garantis qu'on n'a pas toujours des flux comme ça. C'est pas facile du tout à obtenir un flux tricuspidien. Alors, je ne sais pas si vous avez le son. Vous avez mis un film. Vous entendez ou pas le son du film? Non. Non? Bon. Non. Donc voilà, c'était un essai hein, pour voir si vous entendiez le son, parce que je ne vous en ai pas mis, mais voilà, parce que ça n'a pas bien intérêt de voir une courbe qui avance dès lors qu'on n'a pas le son. Et ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas le son. Bon, c'est pas grave. Ici, je vous demande de regarder ce film et je vous pose des questions après. Ok, on y va pour le questionnaire. Allez, c'est le dernier. Qu'est-ce que vous avez vu? Allez, on se mouille. C'est des choses faciles, c'est des choses que vous aurez tous les jours. Hein. C'est des choses de base, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Bon, parfait. Parfait, Yveline. Donc, effectivement, vous avez répondu la majorité, hein, un flux diastolique avec une insuffisance valvulaire et un flux turbulent.
Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si je vous le dessine, je m'étais fait des petits schémas pour gagner un peu de temps. Donc, en diastole, vous avez eu le premier flux ici d'éjection, d'accord? Donc, de succion, pardon, ventriculaire. En télédiastole, vous avez eu un petit flux qui correspond, donc ici, ça correspondrait à l'onde A, ici, ça correspondrait à l'onde E. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, vous avez l'image ici, hein, vous avez vu qu'en systole, alors que j'aurais dû avoir cette image comme ça sans rien, eh bien, en fait, j'avais un petit flux ici, avec ici de la mosaïque de toutes les couleurs. Alors, bon, je ne vais pas faire de l'art, hein, je n'ai pas le temps, mais voilà, hein, on met un peu de toutes les couleurs ici et on a un flux d'insuffisance mitrale. Donc, on reviendra là-dessus en détail la prochaine fois, pour parler un petit peu de comment les interpréter. Donc, vous voyez ici, sur cette courbe de couleurs, eh bien, lorsqu'on est sur des vitesses supérieures à 66, ça devient jaune, et puis ça va devenir bleu clair, et bleu foncé, et noir, et rouge, et jaune, et bleu clair, et ben, jusqu'à aller à 6 mètres secondes. Donc, ça va faire 10 fois la boucle. Donc, ça va nous donner cette espèce de tache multicolore en mosaïque. Voilà. Alors, on termine avec les flux des gros troncs. Donc, ici, vous avez l'axe Doppler qui va être là. On va essayer de l'aligner au maximum avec la aorte. On n'y arrive pas toujours. Eh bien, quand on n'y arrive pas ici, eh bien, on va modifier notre petit curseur en lui donnant un petit angle qui peut être ici de 6 degrés, et ce qui va permettre de recalculer correctement les vitesses. Et sur notre dessin, pardon. Excusez-moi. Hop. Alors, j'ai toujours une fenêtre à bouger. Vous ne la voyez pas, vous, mais moi, j'ai une fenêtre à bouger. Voilà. Toc. Donc ici, on va placer en général la ligne de base. Je vous conseille de la mettre en haut pour être sûr. Vous voyez sur la photo, hein, la ligne de base est en haut pour être sûr d'avoir la totalité de votre axe. Pensez bien à mettre votre petit curseur, à donner l'angle de manière à ce que vous ayez ici la vitesse qui aille bien jusqu'à 2 mètres secondes à peu près, hein, que vous puissiez bien la mesurer. Et puis après, eh bien, si vous avez votre CG ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, au contraire, c'est en systole. On va voir. Donc, sur l'aorte, on a une accélération rapide. Il ne se passe rien en diastole. Si j'avais une insuffisance aortique, eh bien, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais un flux ici qui apparaît. Là, ce serait l'insuffisance aortique. Et là, donc, j'ai mon flux aortique qui est là en diastole régulièrement. Et donc, je vais pouvoir mesurer sur la courbe la vitesse du sang. Donc ça, c'est en Doppler pulsé linéaire, enfin, Doppler pulsé classique. Et puis sinon, Doppler pulsé couleur. Donc là, c'est comme pour la mitrale, on a ici un plan. Et du coup, avec le plan, eh bien, on voit les différences couleurs ici en fonction des vitesses qu'on a. Donc c'est un flux qui est rétrograde, qui est bleu parce qu'il s'éloigne de la sonde. C'est un flux normal qui va être laminaire. Et en jaune, ça va être les zones de vitesse les plus élevées. Et on va avoir ici, donc sur le dessin, si je dois vous remettre en simplifié dans le dessin, eh bien on a un flux ici, hop, qui envahit comme ça toute l'aorte. Bleu foncé autour parce qu'il y a des forces de frottement. Et lorsqu'on va aller vers le centre, eh bien on va se retrouver en bleu clair et éventuellement en jaune en fonction de comment on a réglé notre échelle de vitesse. Si vous avez réglé votre échelle de vitesse à 20 cm, vous allez même avoir de l'aliasing là. Hein. Par contre, vous avez 20 cm secondes. Par contre, si vous avez bien réglé votre échelle de vitesse à 2 mètres secondes, vous n'aurez pas d'aliasing. Bon, j'espère que c'est clair. Et le flux pulmonaire, eh bien attention, le flux pulmonaire, il se fait à droite. C'est sur la coupe transaortique modifiée. Voilà, c'est celle-là, la coupe transaortique modifiée. On les a bien vues, bien révisées la semaine dernière. J'avance un petit peu parce qu'on est en train de grappiller un peu le temps.
voilà, donc ici, on a notre échantillon Doppler que l'on va positionner au niveau des sigmoïdes pulmonaires. Et on va voir ici un flux pulmonaire. Alors, contrairement au flux aortique, le flux pulmonaire est symétrique. C'est-à-dire que si je trace, je ne sais plus dans quelle couleur je suis, je vais le mettre en orange pour que ça se voit bien. Si je trace un axe ici, vous voyez, il est symétrique de part et d'autre de l'axe. Mon flux aortique, il était asymétrique. Vous reviendrez sur les diapositives d'avant, hein, vous verrez, il est asymétrique. Voilà, et puis si je positionne mon échantillon Doppler couleur, eh bien, je vais me retrouver avec ici ce qu'on appelle une banane bleue, hein, comme on appelle dans l'aorte. C'est exactement la même chose que l'aorte. Vous voyez ici les couleurs foncées à l'extérieur, les couleurs claires au milieu, et j'ai une information sur les vitesses de l'ensemble des points qui forment le flux pulmonaire. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai mis cette diapositive pour récapituler un petit peu tout ce qu'il faut faire pour faire un bon examen Doppler. Donc ça, je ne vais pas vous le lire, ça n'a pas d'intérêt, vous le relirez tranquillement. Je vous ai mis les 7 points à avoir en tête et peut-être à relire avant chaque examen Doppler de manière à être sûr de rien avoir oublié. Voilà, écoutez, je vous fais un grand merci à tous. C'était bien d'être là, d'être restés tous jusqu'au bout, donc ça me fait trop plaisir. Écoutez, j'ai essayé de faire au mieux et je suis là pour répondre à vos questions. Eh ben, merci en tout cas Nathalie pour cette présentation très riche en illustrations. Oui, j'ai travaillé à des illustrations hein, pour essayer de contrecarrer le fait qu'on soit à distanciel. Alors justement, n'hésitez pas à poser vos questions. On va se donner quelques minutes pour y répondre. Vous avez une petite zone, une petite fenêtre dédiée. Juste avant d'y répondre, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de webinaire, pas de panique hein, pour revoir le début du webinaire et le webinaire dans son intégralité. Nous vous ferons parvenir le lien pour accéder au replay dans les tout prochains jours. Donc pour ce qui concerne les questions, une question d'ailleurs qui est apparue en tout début du webinaire, l'axe ne doit pas être bien centré en bisectrice, nous demande le Dr Pio. Alors l'axe ne doit pas être centré en bisectrice. Oh là là, je ne comprends pas qu'est-ce qui... L'axe ne doit pas être centré en bisectrice. Je suis désolée, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire en fait quand il me dit ça. Alors, si le docteur Pio est toujours là, si elle veut bien peut-être nous reformuler sa question, ou sinon on reviendra vers elle. Ouais, sinon. Soit par mail, soit par téléphone, ou voilà. Alors, peut-être que sur la coupe transpapillaire qu'elle nous précise, en TM, alors attendez, je reprends dans l'ordre. J'arrive pas à voir les questions. Donc, elle nous reprécise, donc l'axe ne doit pas être bien centré en bisectrice, en TM, et plus loin sur la coupe papillaire, pardon. Alors, en TM, sur la coupe transpapillaire, l'axe, il doit être perpendiculaire au septum et perpendiculaire à la paroi du ventricule gauche, centré entre les deux muscles papillaires. Voilà. Ok, merci. Alors, c'est un peu... on va essayer de répondre aux questions. Perpendiculaire au septum pour le TM. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour répondre à la remarque de Dr Lachman. Au septum pour le TM, oui, oui, tout à fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les questions arrivent en rafale. Tout à l'heure, vous donniez un exemple en mètres secondes, exemple 2 mètres secondes ou centimètres secondes, 20 centimètres secondes. Nous demande le docteur Delande. Oui. Et préférez-vous, alors voilà, on y arrive, c'est un peu plus loin, préférez-vous les mètres secondes ou centimètres secondes? Alors en fait, ça c'est vraiment des questions d'habitude. En général, on est en centimètres secondes sur tout ce qui est flux atrioventriculaire et on est en centimètres secondes en abdominal.
Après, dès qu'on rentre sur les flux aortiques et les flux pulmonaires, on est en mètres secondes. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est vraiment une question d'habitude des uns et des autres. Hein. Sur votre dessin tout à l'heure, sur la question de insuffisance mitrale, première onde, c'est ça qu'on dit? Eh bien, E ou non A, comme vous l'aviez indiqué. Ah oui, E, c'est la première onde. Pardon, si j'ai peut-être fait une erreur, je ne me suis pas rendu compte. E, c'est early. Donc, c'est la première onde. Et A, c'est after. C'est la deuxième onde. Exactement. Comment faites-vous quand vous êtes sur la coupe apicale G, 4 cavités? Excusez-moi, je ne suis malheureusement pas spécialiste, donc je retranscris du mieux que je peux. Pour oui, tourner, bon. vous voyez, pour tourner, aligner le flux Doppler sur la Alors, pour aligner le flux Doppler sur la tricuspide, c'est pas facile de vous l'expliquer. En fait, on a on a la sonde qui est positionnée dans ce sens-là. Si mon cœur est comme ça, j'ai ma sonde qui est positionnée comme ça, et je vais pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, ça va dérouler un peu mon ventricule droit. Et ça va me permettre d'ouvrir mon ventricule droit et de mieux voir ma tricuspide. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, vous n'êtes pas assez à l'apex du cœur, vous êtes trop comme ça. Donc, du coup, vous n'êtes pas bien aligné. Donc, il faut vraiment se mettre à l'apex, vraiment proche du sternum. À gauche, il faut se mettre très, très bas au niveau du choc précordial. Et il faut viser l'épaule droite. Donc, on a une position presque verticale. Mais là, c'est pas facile de vous l'expliquer comme ça. Écoutez, j'enchaîne sur une autre question. Pour le Doppler aortique, est-ce qu'un abord parasternal droit peut suffire? Pour le Doppler aortique, un abord parasternal droit, non, parce que à droite, on n'arrive pas à se mettre en couple longitudinal. Il faut être parallèle au flux aortique. Et en abord droit, on est perpendiculaire au flux aortique. Donc, on aura un flux qui ne sera pas complet. Donc, on peut faire des erreurs. Alors, on va voir quelque chose parce que toutes les hématies ne sont pas perpendiculaires. Mais il y a une majorité du flux qui va être perpendiculaire. Donc, du coup, on ne va pas voir grand-chose. Donc, ce n'est pas en abord droit. L'aorte, c'est en abord gauche. Et éventuellement, un abord dont je n'ai pas parlé, c'est l'abord sous-xiphoïdien, qui est utilisé chez les chiots. Mais sinon, en abord droit, non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, je ne suis pas au courant. Je pense que c'était notre dernière question. Je n'en vois pas d'autres. Encore une fois, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous les poser sur le petit questionnaire que vous allez recevoir, je pense, dès demain par email, suite à ce webinaire. Et je vais conclure, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Nathalie, de votre côté. Non, ce que je peux rajouter, c'est que je suis contente que vous soyez nombreux à suivre ces webinaires. C'est très agréable pour moi parce que c'est pas un exercice très, très facile. Et que vous pouvez évidemment poser les questions, que Mano Médical me les fait suivre, que je peux mettre un peu de temps à y répondre, mais c'est pas grave, insistez, dites que vous n'avez pas eu la réponse, enfin voilà, ne baissez pas les bras, je ferai attention à y répondre. Et en tout cas, pendant le dernier webinaire, on essaiera de faire attention à se garder du temps pour répondre à toutes les dernières questions que vous pourriez avoir. Alors, voilà, justement, merci à Evelyne aussi de votre présence. Je ne suis pas spécialiste, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais je profite quand même juste avant de conclure, pour remercier à nouveau le docteur Loriot de ses interventions, vous remercier de votre participation et vous indiquer donc qu'on se retrouve le mercredi 17 novembre prochain pour parler donc de 3 cas cliniques que vous avez sélectionnés. Et je conclus enfin en vous invitant à vous rendre sur notre site www.manomedical.com si vous souhaitez découvrir nos solutions, à nous contacter soit par mail, soit par téléphone si vous souhaitez en savoir plus. Et voilà, je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Okay. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Oui, Au revoir. Au revoir.